Merci de regarder Canal 7. Bienvenue à votre débat politique décryptage cas par cas, présidentielle 2016, le rôle des appareils politiques. C'est le thème qui sous-tend notre débat aujourd'hui. Et pour le décrypter, donc ce thème, pour l'examiner, Jonathan Toutoum-Ngom, qui est enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo, que nous retrouverons dans la deuxième partie de l'émission, donc le débat. Et le premier invité que je vous invite à découvrir tout de suite, c'est dans l'entretien. Monsieur Paul Biyogimba, bienvenue sur le plateau de décryptage cas par cas sur Canal 7. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Le principe de l'émission est assez simple, c'est un débat politique assez courtois bien sûr. Nous avons 10 minutes d'échange, vous et moi. On reviendra un peu sur vos implications politiques, si on peut appeler cela ainsi. Et dans la deuxième partie, nous allons retrouver le contradicteur qui a été annoncé, Jonathan Toutoum-Ngom. Donc pour vous présenter de façon brève, vous êtes donc le premier vice-premier ministre gabonais en charge de la santé et de la prévoyance sociale. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous êtes ancien Premier ministre également, ancien président du Conseil économique et social du Gabon, et sur le plan politique, vous êtes membre du comité permanent du bureau politique du PDG, et vous êtes également le coordinateur de Dynamique Nouvelle, Dynamique Plurielle. Voilà, j'y arrive. Dynamique Plurielle. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter à cette brève présentation? C'est déjà pas mal. Sans quoi vous aurez à mettre plusieurs anciens. Il faudrait dire ancien député, ancien sénateur, ancien, donc ça suffit. D'accord. Ouais. On parle donc de cette dynamique plurielle. De quoi est-ce qu'il s'agit? Peut-être nous expliquer un peu comment est née la dynamique plurielle. Mais quelque chose de simple mais profond et important. Vous savez, un président de la République, quand une personnalité, un homme, une femme, souhaite être président de la République, c'est président de tout le monde, sans exclusive. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que en fait, l'élection présidentielle n'est pas affaire de partis politiques. C'est affaire d'un peuple vis-à-vis d'un concitoyen ou d'une concitoyenne qui veut être la première personnalité du pays à présider aux destinées de ce pays. Et partir de ce concept, il y a donc dans la société des hommes et des femmes qui appartiennent à des structures différentes, des statuts différents, des partis bien sûr, mais aussi des syndicats, des associations, des confessions religieuses, et même des personnels qui n'appartiennent à aucune de ces structures, mais qui sont d'accord pour que le candidat qu'ils ont choisi puisse être élu. Alors, comment faire pour mettre en phase toutes ces personnes-là, qui ne sont pas des partis, qui ne sont pas des syndicats, qui ne sont pas des associations? Il a donc, nous a apparu bon de mettre en place un véhicule qui soit capable de mettre, le temps d'une élection, toutes ces forces politiques et sociales ensemble, de manière cohérente, pour appuyer le candidat et le faire gagner. C'est ça la dynamique plurielle. Dynamique, c'est-à-dire une mouvance, un regroupement qui n'est pas là, statique, qui avance, qui fait l'effort de comprendre les différences qui peuvent exister entre les uns et les autres, parfois même les divergences, mais qui font surtout l'effort de trouver un tronc commun susceptible de constituer un véritable soutien pour le candidat. Voilà la dynamique plurielle. D'accord. Donc, si on vous comprend bien, c'est un mouvement qui a un objectif politique, mais dont les membres, les acteurs ne sont pas tous politiques. Tout à fait. En réalité, la dynamique plurielle se fonde sur la nouvelle donne. Enfin, nouvelle, ça fait quand même depuis quelques années qu'on en parle. Il y a de plus en plus la notion de démocratie participative. Vous avez
La démocratie économique, la démocratie sociale, la démocratie politique, mais il y a ce qu'on appelle aussi la démocratie participative, qui prend en compte non seulement les politiques, mais également la société civile dans tous ces différents compartiments, c'est-à-dire les syndicats, les associations, les groupes sociaux. Donc la dynamique plurielle procède de cette... C'est en fait même un peu la mise en œuvre de ce concept de démocratie participative au profit d'Ali Bongo Ondimba. D'accord. Beaucoup se posent la question, quelle est la différence qui existe entre le Parti démocratique gabonais, dont vous êtes membre, et la dynamique plurielle? Mais la différence est là, le Parti démocratique, c'est un parti. Mais au vu des membres, peut-être la question se pose, oui, au vu des membres qui sont quasi... Le Parti démocratique, comme tout parti, ce sont des partis structurés, avec des statuts précis, etc., les règlements intérieurs. La dynamique, elle, c'est une mouvance qui prend en compte beaucoup de partis. D'ailleurs, aujourd'hui, membres de la dynamique plurielle, nous avons quasiment 8 partis politiques qui sont membres de l'opposition comme de la majorité. Dans la dynamique, vous trouvez des partis qui ne sont même pas membres de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, qui sont des partis d'opposition, qui ont dit oui au candidat Ali Bongo Ondimba. Alors, au lieu de le faire de manière isolée, partielle et parcellaire, on a dit, mettons ensemble nos moyens physiques, intellectuels, nos énergies, pour que nous puissions faire en sorte que ce soit plus cohérent, plus dense, plus fort, un courant solide, pour permettre le maximum de voix en faveur d'Ali Bongo Ondimba. Donc, ce n'est pas un parti politique, ni un regroupement de partis politiques, parce que dans un parti politique, vous n'avez pas d'association, vous n'avez pas de syndicat. Mais là, vous avez des associations, des syndicats et des personnalités indépendantes. Et encore une fois, là, nous sommes en train de mettre en œuvre le concept de démocratie participative. D'accord. Quelle est, selon vous, du moins, dans vos projets, la durée de vie de Dynamique Plurielle? Est-ce qu'elle s'étendra au-delà de la présidentielle de 2016? En principe, non. Puisque c'est fait pour l'élection. D'accord. C'est fait pour l'élection du chef de l'État. En principe, après le 27 août, il n'y a plus de dynamique plurielle. Chacun va regagner son statut antérieur. C'est un mouvement conjoncturel. Et c'est pour ça que là-dedans, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de règlement intérieur. Il y a qu'on se met ensemble, un coup de bonne conduite. On essaie d'avoir les mêmes discours, on a les mêmes éléments de langage. Nous avons un objectif, faire gagner notre candidat à nous tous, Ali Bongo Ondimba, en allant au-devant des Gabonais, dire ce qu'il a fait de bien, pourquoi il faut qu'il ait un second mandat, et puis faire en sorte que, comme on le dit, plus on est nombreux, mieux ça vaut. Et une fois l'objectif atteint, on se sépare à nouveau? Il restera des amitiés interpersonnelles. Pas d'alliance? Non, moi je resterai PDG. Mais en 2 mois de fonctionnement, madame, ça m'a permis de rencontrer des Gabonais que je n'avais jamais rencontrés toute ma vie. Ça m'a permis d'avoir des débats que je n'avais jamais eu toute ma vie parce que je suis avec des gens qui n'appartiennent pas des partis politiques, qui n'ont jamais mis les pieds dans un parti politique, mais qui côtoient un politique comme moi. Je suis avec des syndicalistes qui, généralement, sont même des syndicalistes très revendicatifs. Donc, dans la vie de tous les jours, moi, je suis un dirigeant, on a toujours des problèmes à régler. En toute courtoisie, mais parfois de manière assez forte. D'accord. Et ça crée des amitiés, ça crée des... Je pense qu'il restera beaucoup d'amitiés, beaucoup de bons souvenirs. Et puis, c'est ce qu'il faut dans un pays. Quelles que soient les divergences, quelles que soient les différences que vous pouvez avoir, mais vous retrouvez sur un tronc commun. Et ce tronc commun-là, au-delà de l'élection d'Ali Bongo Ondimba que nous cherchons, c'est une stabilité dans le pays et surtout une construction économique et sociale du pays qui satisfasse le plus grand nombre. D'accord. Vous faites bien donc de parler de ce bilan du chef de l'État. Vous voulez expliquer ce qui a été fait et pourquoi il doit être réélu et peut-être nous faire ici, mais de façon très succincte, sur le plan social. Vous êtes le ministre en charge de ce volet. Comment vous appréciez écoutez, pour moi, c'était un exercice très facile. Parce que vous vous rappelez que le 28 juin dernier, le président de la République, le président Ali Bongo Ondimba, était devant les parlementaires à l'occasion du congrès, qui a été le sénateur député réuni. Et là, à cette occasion, il a fait un bilan, un discours perspective. Je ne peux pas aller plus loin que ce qu'il a dit, qui est vrai que je partage.
comme il a dit, il y a énormément de bonnes choses qui ont été faites sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de l'économie, nous avons redressé. Vous savez, quand Ali Bongo Ondimba arrive au pouvoir, on était à quasiment moins de taux de croissance. C'est des choses abstraites. Mais sur le plan social, peut-être. On ne comprend pas ça. Bon, ça veut dire qu'on était nettement en dessous. Moins 2, ça veut dire que vous êtes même, c'est négatif. Ouais, vous comprenez? On va jusqu'à 0, c'est mieux, mais c'était négatif. On a corrigé cela. On a augmenté, et comme il a rappelé, la part du budget d'investissement. Nous avons trouvé, le président Ali Bongo, j'étais Premier ministre à l'époque, le budget d'investissement était à 200 milliards de francs CFA. Et on l'a porté. Dans la première année, on l'a multiplié par 3. Parce que la clé de répartition qui avait été prise pour le budget, c'était 40% pour l'investissement. Alors qu'avant, c'était quasiment résiduel. C'est-à-dire que l'argent, les fonds publics, on payait d'abord tout le fonctionnement, et c'est ce qui restait, qui était affecté à l'investissement. Or, quand le président Ali Bongo Ondimba est venu, il m'a donné l'instruction, en tant que Premier ministre, pour dire que, bon an, mal an, quelle que soit la situation, nous devons absolument affecter 40% du budget aux investissements. Ce qui fait que le budget est passé de 200 milliards en 2009 à 600 milliards, ce qui nous a permis de financer tout ce que vous voyez aujourd'hui, qui a commencé, des routes, des infrastructures, l'électrification et l'adduction d'eau et tout le fonctionnement. Naturellement, tout n'est pas allé au bout, tout n'est pas parfait. D'ailleurs, le président Ali Bongo Ondimba lui-même le reconnaît. Il a dit et sur le plan social, monsieur le vice-premier ministre? Sur le plan social, il y a eu des améliorations, que ce soit au niveau... je commencerai par ce qui est visible, ce qu'on peut voir, des hôpitaux. Il y en a eu, et il y en a. Les hôpitaux ont été construits de haut de gamme. Ça, on ne peut pas dire le contraire. En 2009, il n'y avait pas le CHU, il n'y avait pas le CHU. Jean Léboré n'était pas sur cette forme-là. C'est clair. Moi, je ne fais pas de propagande. Ça me ressemble d'ailleurs pas. Vous n'avez pas entendu ça de Biori. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. De manière responsable. Bon, ça a été fait. Il y a eu, toujours sur le plan social, des extensions de réseaux d'eau et d'électricité. Tout le monde se rappelle qu'il y a 3-4 ans, il y avait de ces pénuries d'eau. Il y en a encore. C'est passé. Ça, je vous le conseille tout de suite. Vous allez au Vendo, vous allez même à la Sablière, les gens, contrairement à ce que j'en pense, parfois il y a aussi des pénuries d'eau. Vous allez en Gonzé, il y a encore, mais moins que ce qui était il y a encore 4-5 ans. D'accord. Donc, il faut poursuivre les efforts. D'accord, nous rebondirons dessus tout à l'heure avec votre contradicteur. Peut-être pour terminer, qu'est-ce que les personnes ou les populations fragiles du Gabon, on parle des handicapés, des femmes, des jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ce septennat que brigue le président Ali Bongo? Mais le président a déjà donné des indications fortes, justement dans ce discours. Le social. Le social. Parce qu'il faut faire d'énormes efforts dans le social. Il le faut, nous le devons au peuple gabonais. Leur apporter l'école, la formation, une bonne formation. Si vous voulez avoir des Gabonais demain capables de rivaliser avec les autres, il faut les former. Il y a le logement, ça a commencé. Vous parlez ça n'est pas allé loin, bien sûr. Je sais qu'on va dire que les 35 000 logements n'ont pas été atteints, c'est exact. Mais il y a quand même eu des constructions de logements en nombre insuffisant, je le dis. Mais il y a eu, moi je prends le cas d'Angonzé, d'Avorbab, ça se voit qu'il y a eu des logements qui se font ou qui ont été construits, même s'ils ne sont pas tous terminés. Vous allez en Coque, à côté de la zone économique, vous avez des logements qui ont été construits, qui ne sont pas achevés. Oui, mais ça a commencé. Donc il y a eu des aménagements, etc. Vous avez habité les chez moi. Il y a 3000 logements qui sont sortis de sous terre. 3000 qui n'étaient pas là en 2009, hein, qui n'étaient pas là. C'est chez moi. Ils ne sont pas terminés parce qu'il n'y a pas encore l'eau et le courant, mais ils sont quand même sortis de sous terre. Mais ça, c'est insuffisant. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et le président de la République lui-même l'a dit le 28 juin devant les parlementaires réunis en congrès, qu'il veut aller beaucoup plus loin. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut aller beaucoup plus loin pour satisfaire les justes demandes
des populations. Que veulent les populations gabonaises? L'eau, le courant, la route, l'école, la santé. C'est pas de la lune, ça. Donc, nous allons le faire. Et c'est à visage humain, c'est faisable et nous le ferons. D'accord, merci beaucoup Monsieur le Vice-Premier ministre de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Nous allons maintenant ensemble accueillir Jonathan Toutoum-Ngom pour la deuxième partie de l'émission. Le débat, c'est tout de suite. C'est le moment du débat. Le débat, c'est également avec vous qui nous regardez. La réponse à la question posée, comme à chaque émission désormais, à travers notre page Facebook ou les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Bien sûr, répondre par oui ou par non. Les mouvements associatifs qui naissent à l'orée de la présidentielle sont-ils crédibles? C'est la question de ce numéro. À vos claviers. Et nous accueillons sur ce Jonathan Toutoum-Ngom. Bienvenue sur le plateau de décryptage cas par cas. Merci bien. Je précise que vous êtes enseignant-chercheur à l'UOB, Université Omar Bongo. Vous êtes docteur en géostratégie, également porte-parole de Démocratie Nouvelle, un parti de l'opposition, bien sûr, qui soutient la candidature de Jean Ping. Vous avez suivi avec attention l'entretien avec le vice-premier ministre. On va peut-être commencer par la fin. Les promesses de campagne, si on peut les appeler ainsi, pour le CEPNA à venir, si le président Ali Bongo est réélu. Il parle de mettre la société, du moins les jeunes, les femmes, les œuvres sociales, si on peut les appeler ainsi, au cœur de son action. Bien, merci de me convier à ce débat sur vos antennes. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. C'est tout un honneur pour moi de me retrouver face à vous. C'est vrai que nous avons des liens quelque part ailleurs, mais étant donné que nous sommes désormais sur le terrain politique, que nous sommes appelés à parler des questions qui engagent la vie de la nation, je suis tout à fait honoré de pouvoir prendre part à ce débat avec Monsieur le Premier ministre Paul Biya-Omba. C'est vrai, j'ai suivi avec une attention soutenue la première partie de votre émission avec Monsieur le Premier ministre. Et du coup, vous me posez, Monsieur le Premier ministre, parce que le titre reste, je préfère maintenir. Vous savez, cette anecdote, Mitterrand se retrouve à un débat à Chirac et M. Chirac lui dit, Monsieur le Président, vous n'êtes pas ce soir le Premier ministre, vous n'êtes pas ce soir le Président de la République, vous êtes candidat à une élection. Et puis Mitterrand de lui dire, mais d'accord, Monsieur le Premier ministre. Donc moi, je préfère garder le titre, Monsieur le Premier ministre. Bien, ceci pour vous dire que vous me posez d'emblée une question sur les promesses à venir pour le prochain septennat. Je suis tout à fait, pas par rapport à Monsieur le Premier ministre, mais par rapport à cette question, je suis tout à fait gêné parce que avant de parler des promesses du prochain septennat, je pense qu'il est normal que nous parlions d'abord du septennat qui s'achève, voir ce qui a été réalisé et ce qui ne l'a pas été. Et en suivant, Monsieur le Premier ministre, effectivement, il nous a fait état de ce que plusieurs bonnes choses ont été faites, même s'il y a encore il y a eu des zones d'ombre qui sont restées en fonction de X ou de Y facteurs. C'est vrai. Et moi, je pense que nous ne pouvons pas d'abord voir, sauf si nous avons peut-être une boule de cristal devant nous, voir ce qui va arriver lors du prochain septennat. Déjà, nous n'en savons pas. Nous ne savons pas qui sera le vainqueur de cette élection, puisque si vous parlez des prochaines promesses, c'est comme si l'élection avait déjà eu lieu et que M. Ali Bongo l'avait déjà gagné. Or, c'est pas tout à fait, disons, je veux dire, ce n'est pas tout à fait démocratique et ce n'est pas gage de respect vis-à-vis du peuple. C'est ce qui s'appelle des projets, Monsieur Toutoum. Qui doit plancher. Donc, et en parlant du mandat qui s'achève, non, vous êtes dans la perspective de ceux qui ont pensé qu'il faut le Gabon émergent à l'horizon 2025. Et donc, on avait fait état, on était déjà dans la projection d'un éventuel troisième mandat du chef de l'État actuel, sans tenir compte que le premier n'était pas fini, qu'il n'était pas sûr d'avoir le deuxième et qu'on était déjà à l'horizon 2025. Je pense que cela n'est pas tout à fait juste. Ce qui me paraît être juste, c'est de parler du mandat qui s'achève, voir effectivement ce qui a été réalisé et ce qu'il a été moins et pourquoi. Et je pense qu'à ce niveau, effectivement, je donne raison à M. le Premier ministre qui pense que plusieurs choses ont été faites, notamment sur le plan social. Mais en même temps, nous devons regretter le fait qu'on ne nous dise pas ce qui a été fait à hauteur de combien. Parce que je vais vous donner un chiffre. Il est aujourd'hui prouvé que sur un budget cumulé en 7 ans,
le gouvernement actuel a eu à gérer entre 18 000 et 21 000 milliards de francs CFA. Et au prorata de ce qui a été réalisé, c'est à ce niveau que nous devons voir. Si effectivement, sur le plan de ce qui a été engagé comme recette, je sais que M. le Premier ministre était un brillant économiste, sur ce terrain-là, je ne pourrais pas le contredire, mais au moins qu'on nous dise entre 18 000 et 21 000 milliards, ce qu'il a été lorsqu'on se rend compte que plusieurs projets, par exemple, ont été réalisés, mais sur la base d'un endettement. Je vais vous prendre le cas du pont sur la Bagno, dont on parle encore sur l'encours de la dette vis-à-vis du réalisateur, M. Santulou. Je prends un certain nombre de la route, sauf si je me trompe, le Premier ministre pourrait me contredire, la route Njolé et Bouman, non, Medouman, qui a été réalisée sur le fonds de l'Agence française de développement. Donc, on est à se poser la question, qu'est-ce qui a été réalisé sur fonds propres au niveau du Gabon, si tant est que les projets qui n'ont pas été de l'aide extérieure, qui n'ont pas été réalisés avec l'apport de l'aide extérieure, tardent à toucher à la fin. Par exemple, le stade Omnisport aujourd'hui qui traîne, alors que le stade d'Agonje, qui était un don des Chinois, est allé jusqu'à la fin. Donc voilà un certain nombre d'interrogations par rapport à ce qui a été réalisé. Bien, d'abord dire que le mot promesse, c'est madame qui l'a prononcé, mais vous avez rectifié. Il ne s'agit pas de promesses, il s'agit des plans d'action, des axes d'action. C'est-à-dire des choses totalement conçues, étudiées, examinées, qu'on va mettre en œuvre. Moi, je n'appelle pas ça promesse. C'est un plan d'action. Les axes d'action prioritaires du candidat Ali Bongo Ondimba, qu'il a d'ailleurs décliné récemment. Maintenant, pour revenir à la question que pose le professeur sur la masse globale du budget, on ne va pas faire de grands développements, mais je vais simplement vous dire qu'un budget, c'est le fonctionnement, c'est l'investissement. Tout cet argent, quand on additionne les budgets, année par année, c'était pas seulement pour faire les routes, c'était pas seulement pour faire les écoles, etc. C'était également pour payer les salaires, c'était également pour payer les consommables, c'était également pour payer le fonctionnement courant. Le professeur n'a pas dit s'il a eu une rupture de salaire pendant 7 ans, il était payé régulièrement, il a même eu une augmentation de salaire. Donc les 18 milliards, les 28 ou 21 000 milliards dont ils font état, ce n'est pas seulement de l'investissement. Et dans la part de l'investissement, quand on vous dit que quelque chose coûte 100 de devis, mais 100, ce n'est pas 100 de travaux. Il y a dedans la part des travaux et la part de la marge bénéficiaire de celui qui fait l'ouvrage. Comprenez? Donc il ne faut pas se dire qu'il y a 21 000 ou 18 000 milliards, mais il faut voir comment ça a été réparti, utilisé, etc. On ne va pas rentrer dans les grands développements. Pour venir à l'endettement, il est même... Bon, on peut autofinancer quand on a suffisamment d'argent. On peut le faire, c'est bien, vous n'avez pas de dette, etc. C'est très bien. Mais ce n'est pas un tort de s'endetter. Ce qui est mauvais, ce n'est pas le fait de s'endetter, de prendre des dettes. Ce qui est mauvais, ce n'est pas de ne pas payer. Vous comprenez? S'endetter, la dette, c'est un flux. On s'endette, c'est comme vous, je n'ai pas un bien, je m'en vais auprès d'un fournisseur ou d'une banque, je m'endette, j'achète et je rembourse au fur et à mesure. Ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Et même parfois, même on recommande de travailler avec l'argent des autres. Si j'ai par exemple 1 million de francs, j'ai le choix entre investir, utiliser mon million de francs pour faire ce que je veux, ou je prends mon million, je le laisse dans une banque, moyennant une petite rémunération, mais je m'endette plutôt parce que je laisse mon argent, ce qu'on appelle l'épargne, à côté, et je travaille avant les... Donc, ce n'est pas mauvais. Dire qu'il y a eu de la dette en tant que telle, non. C'est si la dette ne se rembourse pas. Or, quand vous regardez le budget gabonais, vous voyez le service de la dette. On paye la dette. On la rembourse, cette dette. Aussi bien la dette intérieure que la dette extérieure. C'est vrai, parfois, il y a des retards. Ça, je le concède. C'est vrai parce qu'on n'a pas toujours
la trésorerie qu'il faut à temps. On n'a pas à temps. Bon, il y a des retards de paiement. Ça se voit avec des entreprises. Bon, tel n'est pas payé, tel n'est pas payé. Mais on finit toujours pas payé. On finit toujours pas. Donc, et notre dette s'exécute très bien. Et même, on n'est pas si endetté que ça. On n'est pas si endetté. Aujourd'hui, notre taux d'endettement doit tourner entre 30 et 35% du PIB. Ce n'est pas excessif. Dans d'autres pays, même très développés, le taux d'endettement approche de 80, 75, 80%. Nous, on est entre 30 et 35. Ce n'est pas le chiffre exact, mais le ministre de l'économie peut rapidement me le dire. Donc, non, c'est juste... Non, parce que la question qu'il pose est importante. Ouais. Il faut bien comprendre. Parce que beaucoup de gens font ce calcul rapide. C'est simple. Vous prenez toutes les lois de finances de 2009. Maintenant, vous additionnez, vous dites qu'est-ce qui s'est passé. Je donne l'explication. Cet argent a servi à beaucoup de choses, en particulier le fonctionnement, l'entretien, les bourses, etc. C'est la même caisse, professeur, c'est la même. Les bourses, aujourd'hui, nous sommes le pays qui paye le plus de bourses d'étudiants gabonais parce que nous mettons un accent sur la formation. Le président Ali Bongo, il faut former. Et vous-même, ça tombe bien, vous êtes enseignant. S'il y a quelque chose avec laquelle il ne faut pas jouer, c'est la formation. Donc, on met de l'argent, beaucoup d'argent. Je pense qu'on est entre 30 et 36 milliards de bourses, regardez, pour les étudiants. Mais quand vous payez 36 milliards de bourses, vous ne voyez pas cet argent. Hein. Ça, je ne vois pas. Vous ne verrez pas. C'est presque invisible. Mais non, c'est de l'investissement à long terme parce qu'on a formé des hommes et des femmes qui vont demain venir travailler pour le développement du pays. D'accord. Il a également été question avec le vice-premier ministre dans l'entretien de faire un bilan. Vous avez parlé de cela, mais vous ne nous avez peut-être pas dit comment vous avez apprécié le bilan du septennat, bien sûr sur un plan purement social, on insiste. Bon, mais c'est vrai, avant de répondre à votre question sur le bilan du président Ali Bongo au niveau social, il faut quand même me permettre d'observer qu'en parlant de l'endettement, c'est vrai, Monsieur le Premier ministre, on a observé, lorsque vous étiez peut-être Premier ministre, chef du gouvernement, on a observé que certaines réalisations allaient assez rapidement, même si à l'époque, vous aviez parlé d'un retard utile, mais entre 2011 et 2012, on a semblé voir le Gabon fonctionner où les chantiers étaient ouverts un peu partout. Mais les Gabonais se sont un peu découragés lorsque, entre fin 2013 et aujourd'hui, on constate que plus rien n'avance. Et permettez-moi de vous rappeler que lorsque le président Ali Bongo accède au pouvoir et qu'il fait de vous son premier ministre, eh bien, il n'y a que le Gabon, sur le plan des mécanismes d'endettement, au niveau de l'espace CEMAC, le Gabon ne se retrouve pas aussi endetté qu'aujourd'hui. Il y avait le baril du pétrole qui oscillait les 100 $ le baril. Et il y avait la dette qui n'était pas aussi élevée. Lorsque le président Omar Bongo décède, on est autour de 1000 milliards. Mais aujourd'hui, pardon de vous le dire, Monsieur le Premier ministre, nous sommes à 300 milliards d'endettement. Et en plus, le taux d'endettement est allé autour de 35%, touchant un peu le plafond des mécanismes d'endettement au niveau de la CEMAC. Et en plus de cela, on parle des tensions de trésorerie. Donc si vous prenez ces trois facteurs qui avantageaient le Gabon par rapport aux investissements, et vous aviez bien fait donc d'annoncer le chiffre de 600 milliards de francs CFA au niveau du budget d'investissement, les Gabonais sont quand même en droit de se poser la question, est-ce que ce budget cumulé d'investissement est au prorata de ce qui a été réalisé, si tant est que quand vous-même vous étiez Premier ministre, on a vu un ensemble de chantiers, mais les Gabonais ne comprennent pas très bien ce ralentissement d'investissement au niveau des infrastructures structurantes. Ça permettait aux Gabonais de le dire. Maintenant, sur le plan du bilan social, dire que rien n'a été fait, ce serait faire preuve de mauvaise foi. Il faut quand même retenir que c'est vrai, il y a eu cette augmentation des salaires. Bon, quand vous prenez, nous appelons ça des aménagements salariaux qu'il y a eu, qui ont permis quand même à certains ménages de trouver un bout de souffle. C'est vrai aussi que par rapport aux 5000 logements qui avaient été promis, il y a eu en tout environ 800 logements qui sont en construction, donc 336 aujourd'hui qui ont été attribués. Et donc moi-même, je l'avoue, moi-même je suis bénéficiaire d'un logement que je paye 190 000 francs par mois. Ça aussi, il faut le dire, ce ne sont pas des logements qui sont pas tout à fait gratuits. Donc, je devrais payer... Rien qu'à Bikélé, encore, il y a plus de 4 000 logements. Professeur, oui. Rien qu'à Bikélé, encore, il y a plus de 4 000 logements de construits.
De construire. Ah, Ouais. Monsieur le Premier ministre, apparemment, Pas les livré. chiffres sont annotés qui ne Pas sont pas livré. encore livrés. Donc, Voilà, on pas ne peut livré, pas mais encore construit. entrer dans le bilan. Voilà. Donc, c'est vous dire, mais sur le plan social, moi, je fais partie d'une catégorie des personnes qu'on qualifie souvent de personnes fragiles. Monsieur le Premier ministre, vous reconnaîtrez que il y a encore des faiblesses. Je vais vous donner un chiffre. Vous savez que les personnes handicapées, aujourd'hui, par an, l'État leur alloue une allocation modique de 50 000 francs par personne handicapée. Si vous prenez 50 000 francs divisé par an, 50 000 francs 75 000 francs divisé par an, pardon, divisé par 12 mois, vous trouverez divisé par 30, le nombre de jours dans le mois, vous trouvez quelque chose de 375 francs CFA ou moins pour un Gabonais qui a en charge une famille. Je dois avouer qu'à ce niveau, c'est encore des efforts à faire et nous pouvons peut-être faire confiance à votre personnalité, puisque vous êtes en tête, vous avez en charge le ministère des Affaires sociales. Mais en même temps, nous ne comprenons pas que le matériel orthopédique, pour des personnes à mobilité réduite et des personnes aveugles, ce matériel orthopédique ne soit plus pris en compte dans les budgets du ministère des Affaires sociales, n'eût été l'aide de la Première Dame qui aujourd'hui dote les personnes à mobilité réduite du matériel orthopédique. Nous voulons quand même savoir des explications à ce sujet et on s'est rendu compte qu'à chaque fois le budget lié à l'organisation de la journée des personnes handicapées va à reculons, c'est-à-dire à chaque fois ce budget a subi des coupes sombres, alors qu'il était environ il y a 7 ans, il était de 10 millions chaque année et aujourd'hui on est à peu près à 1 million, 1,5 million pour l'organisation de la journée des handicapés. C'est autant de faiblesses, mais pour dire qu'il y a eu du bon et du moins bon. Mais à mon avis, il y a eu peut-être du moins bon que du bon sur le plan social. Il y a eu plus de moins bons, vous voulez dire? Oui, je dis il y a eu plus de moins bons oui, que de plus bons. Non, je crois que les besoins sociaux sont énormes. Les bénéficiaires, les demandeurs sont nombreux. Et effectivement, la masse budgétaire n'est pas suffisante. Mais elle est globalement, ça se tient. C'est vrai qu'il y a une réduction qui s'explique parce que vous l'avez dit vous-même, les recettes de l'État qui baissent drastiquement parce que quand vous passez de 100 $ le baril à moins de 40, vraiment à 30 il y a quelques mois, vous voyez ce que ça fait comme perte. Mais c'est sûr que le budget, globalement, il est réduit et toutes les composantes subissent la baisse. Mais quand on regarde en profondeur, il y a quand même un minimum qui soutient. Et parlant précisément des personnes handicapées, là vous m'intéressez, professeur, parce que je suis aussi ministre de la Solidarité nationale. Je vais vous dire que les personnes handicapées ne sont pas du tout oubliées. Vous faites bien d'en parler. Nous travaillons sur plusieurs axes d'action. Et d'ailleurs, je vous informe que mardi prochain, mardi 19 juillet, je vais ouvrir un séminaire qui est en cours de préparation en ce moment sur les personnes handicapées. Je ne sais pas si vous êtes invité comme intervenant, mais si vous n'êtes pas, je vais demander à mes services de vous appeler. Nous allons ouvrir à l'hôtel Palme d'Or un grand séminaire que nous préparons. Mes collaborateurs le préparent, avec même les collaborateurs du chef de l'État, de la présidence de la République, pour voir réellement, vous faites d'abord le point de la situation. Ils sont combien les personnes, nos frères et sœurs handicapés physiques? Ils sont au total, nous allons lancer une nouvelle étude. Le dernier recensement de la population donne le chiffre de 8 000, 8 500, mais il a été fait dans les années 2013. 13 000 en 1995. J'aime pas beaucoup chipoter sur les chiffres. La tendance est la même. Il y en a beaucoup. Donc les chiffres de 2013 donnent 8 000, mais je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus parce que tout le monde n'a pas été recensé. Absolument. Quels sont les différents types de handicap et qu'est-ce qu'on doit mettre à disposition de nos frères handicapés, tant sur le plan physique, tant sur le plan logistique, tant sur le plan organisationnel, tant sur le plan de la formation, etc. etc. Je vous invite à prendre part. Monsieur le Premier ministre, pourquoi seulement vers la fin du mandat, ou bien à la fin du mandat carrément? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? La question peut être fondée. Nous avons beaucoup de choses à faire. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il y a à faire. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Nous avons trouvé ce créneau-là pour engager cette réflexion. Mais le séminaire se tient le 19, ça veut dire qu'il est préparé depuis au moins 2 ou 3 mois. Attention.
Nous n'avons pas attendu la fin du mandat. Il faut commencer à réfléchir. Vous savez, le temps de préparation est même beaucoup plus important même que le séminaire. Il faut préparer. Justement, pourquoi il aurait peut-être fallu commencer un peu plus tôt, vous ne pensez pas? Tout est prioritaire au Gabon, madame. Il y a ça. Dans le même temps, vous avez les médicaments. Dans le même temps, vous avez la formation des personnels. Dans le même temps, vous avez la GNAMGS. Dans le même temps, donc il faut bien faire un plan de travail. C'est arrivé à ce moment-là. Je peux le regretter que ce soit là et pas avant, mais ce moment est bon. Pourquoi? Parce que nous tenons ce séminaire avant le budget 2017. Parce que les recommandations du séminaire évaluées, qui sont soumises au chef de l'État, au président de la République, Ali Bongo Ondimba, sont présentées de manière à ce que l'essentiel, progressivement, soit pris en compte dans l'élaboration du budget. C'est pour cela que nous le tenons aussi à ce moment-là, pour que ce soit frais dans aussi bien pour tout le monde, pour les spécialistes du budget, et parce que précisément, nous voulons un plus. Je peux vous dire que dans le budget 2017, il y aura, je ne vous dis pas qu'il y aura plusieurs dizaines de milliards en plus, non, mais je suis sûr qu'on tiendra compte de ces besoins, parce que pour nous, c'est une obligation citoyenne et républicaine d'apporter le maximum qu'on peut à nos frères qui, malheureusement, n'ont pas les mêmes aptitudes physiques. D'accord. Il a également été question de la dynamique plurielle au cours de cet entretien. Peut-être, vous suivez forcément l'actualité. Quel est le commentaire ou quel est le regard que vous portez sur ce mouvement? Non, absolument. Je suis l'actualité. De par mes fonctions, j'enseigne la géopolitique et la géostratégie, puis les relations internationales. En même temps, je suis porte-parole d'un parti politique. Malheureusement pour M. le Premier ministre, un parti politique de l'opposition. Non, pourquoi malheureusement? Non, moi je suis pour qu'il y ait une bonne opposition dans le pays. J'ai toujours dit que l'opposition, c'est le miroir du gouvernement. S'il n'y avait pas d'opposition, je la créerais, moi. C'est bien, sauf que ça doit être une opposition citoyenne, d'idées. Comme vous parlez là, c'est bien. Merci, on débat, chacun amène ses arguments, et pas des dérapages malheureux que nous constatons. D'accord. Je réponds à votre question sur dynamique plurielle, mais tout en voulant rappeler à M. le Premier ministre, au cas où il n'était peut-être pas au courant, que les hommes passent, mais l'administration reste. C'est vrai, il faut un nouveau séminaire pour les personnes handicapées, mais je voudrais rappeler pour la gouverne de M. le Premier ministre, peut-être qu'il peut interroger les anciens collaborateurs du ministère, qu'il y a eu au moins 3 séminaires à l'époque de Mme Makam, qui était ministre des Affaires sociales, à l'époque du ministre Maïla, à l'époque, 2 séminaires à l'époque de Mme Makam, puisqu'elle est revenue au ministère des Affaires sociales à 2 reprises. Et moi-même, j'ai eu à présider un des séminaires et des études ont été faites, des rapports généraux existent au niveau de la réflexion menée au cours de ces séminaires. Mais en plus, il y a la loi 19/95 du 7 février 1996 portant protection et insertion sociale des personnes handicapées, un ensemble de documents qui puissent déjà servir de soubassement pour le futur séminaire auquel je vous donne déjà mon accord d'y participer, puisque vous venez de me lancer cette invitation. Ce serait aussi un apport, un modeste apport de ma part pour aider mes compatriotes de même conditions que moi, justement. Maintenant, parlons je vais vous dire à ce sujet que ce n'est pas un travail perdu, parce qu'il y a eu une revue documentaire. Et précisément, on a regardé ce qui a déjà été fait, quelles sont les idées qui avaient été mises antérieurement. Il y a même au-delà. On est reparti beaucoup plus loin pour voir et mettre sur des tableaux, faire des comparaisons entre ce qui avait été retenu et ce qui a été fait pour que, justement, l'état des lieux soit l'état des lieux le plus possible. C'est un bon travail du reste. D'accord, merci. Pour revenir à dynamique plurielle, Monsieur le Premier ministre a lancé une phrase laconique tout à l'heure en disant que s'il n'y avait pas eu une opposition, il la créerait. Mais je ne sais pas si c'est dans cette idée. En tout cas, c'est l'idée que se fait une large opinion que Monsieur le Premier ministre est toujours à la manœuvre des créations des entités politiques qui s'opposeraient au PDG. C'est selon. On retient à son actif la création du MCD, Mouvement Comète Développement, alors que j'étais étudiant, et les raisons qu'il avait évoquées à l'époque étaient fondées, et je pense que plusieurs Gabonais l'avaient suivi, et d'ailleurs il avait fait de très bons résultats lors des élections locales de 1996, à Ikoitini, j'ai bonne mémoire, et c'est en cela aussi qu'on pense que si les négociations entre Mogabo et Héritage et Modernité n'ont pas abouti, parce que peut-être que M. le Premier ministre était à la manœuvre pour la création de dynamique plurielle, puisque Mogabo ayant été dissous par le chef de l'État, on est revenu avec une autre entité. Mais ce qui peut paraître gênant dans tout ça, c'est
c'est vrai, M. le Premier ministre l'a dit, c'est que le parti politique se veut un peu réducteur par rapport à une élection présidentielle qui se veut être la rencontre d'un homme et son peuple à travers son projet de société. Mais nous nous rendons compte que le PDG est quand même l'un des partis, sinon peut-être le parti le mieux implanté. Et en plus, un parti qui existe depuis presque 49 ans d'exercice de pouvoir et qui dispose donc de tous les leviers, levier administratif, levier sécuritaire, levier financier, levier économique, et c'est un parti bien implanté. Est-ce qu'il faut encore créer des entités qui concurrenceraient le PDG sur le terrain pour mieux faire connaître l'action du chef de l'État? Bien, moi je vais répondre à cette question. Premièrement, la dynamique plurielle ne crée rien. La dynamique plurielle n'a rien créé. La dynamique plurielle, c'est un genre de fédération, de regroupement. Tous ceux qui sont dans la dynamique plurielle, enfin, tous les organismes, c'est-à-dire partis, syndicats, associations, ont été créés depuis longtemps. Reconnus par l'État, que ce soit les associations ou les ONG, ou les syndicats, ou les partis politiques. La dynamique fédère, est un facilitateur, un fédérateur et un facilitateur. Il ne crée rien. Rien n'a été créé sous l'optique de la dynamique plurielle. La dynamique plurielle, c'est fédérer toutes ces forces sociales et politiques disparates qui travaillent chacun pour soi. On dit, bon, écoutez, pour cette élection, mettons-nous ensemble, mettons nos intelligences ensemble, tel que je le disais tout à l'heure. Ça, c'est ça la dynamique plurielle. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai déjà eu à répondre à ça à d'autres circonstances. Soyons francs. Aucun parti, pris seul, de manière isolée, n'est capable de faire élire un candidat à la présidence de la République, qui soit l'opposition ou la majorité. Aucun. Dynamique, démocratie nouvelle ne peut pas faire élire Jean Ping seul. Impossible. Nous en sommes conscients. Oui, il faut qu'il s'associe à d'autres. Et dans le camp de la majorité, c'est exactement la même chose. Moi, je fais le calcul, je suis aussi un politique. Le PDG, mon parti, le plus important, le plus grand, à lui tout seul, ne peut pas faire élire Ali Bongo tel que nous le souhaitons. L'objectif de la dynamique plurielle, professeur, c'est de faire élire Ali Bongo Ondimba avec au moins 50,01%. C'est pour ça que la dynamique plurielle est une structure large, une structure de regroupement, une structure de rassemblement, qui ne tue pas les partis, au contraire, mais qui permet aux partis de travailler la main dans la main. C'était pas un peu le même objectif qu'avait le Mogabo? Totalement différent. Totalement différent. J'ai entendu dire cela, bon, mais ça, vous savez, au Gabon, je peux vous en parler, puisque le Mogabo est né chez moi, à Bikele. Officiellement, la première sortie, c'était à Bikele, donc je connais le Mogabo. Le Mogabo, c'était une structure à l'intérieur du parti pour booster l'action du PDG. Pour booster l'action de certains membres du PDG estimaient, et je suis de cet avis, qu'à ce moment précis-là, le parti était un peu à faune et à tonne. Et il était un peu léthargique. Et qu'il fallait booster cette action, l'action du parti. C'est ça le Mogabo. Bien. La dynamique plurielle, je le répète, c'est un regroupement de syndicats. Le Mogabo n'avait pas de syndicats dans son sein. D'associations, le Mogabo n'avait pas d'association dans son sein. De personnalités libres, indépendantes, ce que n'avait pas le Mogabo. Les objectifs étaient différents. Le Mogabo, c'était pour booster l'action du PDG. Le dynamique plurielle, c'est pour permettre un regroupement de toutes les forces politiques et sociales pour qu'Ali Bongo Ondimba soit élu de manière large. On ne peut pas obliger quelqu'un. On essaie de discuter avec lui. Ce n'est pas sûr que la personne qui vous dit que je vais voter va voter, comme ce n'est pas évident que la personne qui vous dit non, non, écoutez, laissez-moi tranquille, va voter contre. Mais nous sommes obligés d'aller au-devant de tout le monde, de manière républicaine, sans exclusive. Peut-être même que je vous verrai pour vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne voie de mon point de vue. Et puis on ne change plus d'opinion, mais on doit quand même noter des très grands départs du côté de la majorité. 3 ou 4 anciens premiers ministres qui sont partis. On ne compte plus le nombre de ministres, on ne compte plus le nombre Irak, un ancien président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ces personnalités-là, ce sont vos collègues de longue date.
Mais il peut arriver quand même que lorsqu'on enregistre autant de départs dans son propre camp, qu'on se pose quand même des questions. Enfin, qu'est-ce qui ne va pas dans le camp où je suis, même Monsieur le Premier ministre? Je vais vous dire, oui. Moi je ne suis pas impressionné par ça du tout. Ah bon? Mais alors pas du tout. Mais Monsieur le Premier ministre, la politique, c'est l'addition. Ce n'est pas la soustraction. Au mieux, la multiplication. Vous le savez, c'est la règle en politique. Oui, mais la politique. S'il y a autant de soustraction dans votre camp, qu'est-ce qui vous reste? Non, mais la politique, c'est aussi la liberté de choix. Absolument. Hein? On est des hommes libres, on est des hommes indépendants. Personne n'a la chaîne au cou ou au pied. En parlant justement de... Excusez-moi, madame. Oui. Bon. Ces collègues qui sont partis, que je respecte personnellement, il y a des amis à moi, là-dedans, pratiquement des frères. Est-ce que vous ne vous sentez pas seul, Monsieur le Premier ministre? Ben, écoutez, chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Vous soutenez Jean Ping, par exemple. Mais Jean Ping, c'est mon ami. C'est l'un des meilleurs amis que j'ai à Libreville, au Gabon. Mais il a fait son choix d'aller sur une voie qu'il a choisie. Moi, je fais l'autre choix. Ça ne joue pas sur nos relations. Lui, Gaston Maïla, c'est un ami à moi. Un grand ami, qui vient me voir à Bikele quand il a le temps. Et on se parle. Il a choisi son camp. Je choisissais bien, ça n'enlève rien à nos liens d'amitié, de fraternité. Sauf que le jour du vote, ben, je ne vais pas voter, je ne vais pas le voter, je ne veux pas voter son candidat. Je vais voter le mien et je vais faire voter le mien. Bon, mais c'est normal, moi je vous le dis, c'est normal que quelqu'un qui n'est pas d'accord pour rester dans un endroit dise « moi je ne suis plus d'accord ». Ce qui est mauvais, c'est l'hypocrisie. Ce que nous devons comprendre, au contraire, combattre, c'est l'hypocrisie, chez vous comme chez nous. Des gens qui ne sont plus là, mais sont physiquement là, et en douce, préparent des choses pas bien. Alors, moi je dis, ceux qui sont partis librement, c'est bien, je respecte leur choix, je ne le partage pas personnellement, mais je le respecte. Mais que ceux qui restent, restent et fassent le boulot de manière pleine et entière. D'accord, peut-être pour terminer, je voudrais savoir, est-ce que le fait que ces mouvements associatifs, par exemple Dynamique Plurielle, le fait qu'elles soient éphémères et qu'après la présidentielle on n'en parle plus, est-ce que ça ne dilue pas un peu l'action ou l'impact qu'elle pourrait avoir sur les probables électeurs? Bon, mais je pense que c'est à Monsieur le Premier ministre peut-être de répondre à cette question, mais je pense que les structures qui naissent comme ça, est-ce que les populations ne se sentent pas un peu exploitées juste pour le moment? Je pense qu'une structure de ce genre ne se crée pas juste pour une élection. Elle peut prendre fin sous la forme qu'elle a eue pendant l'élection, mais il est évident qu'à un moment ou à un autre, les acteurs peuvent se muer, changer de trajectoire et peut-être faire naître d'autres structures ou bien étendre l'influence qu'avait cette structure au niveau de l'élection. Je prends un cas, nous aujourd'hui nous soutenons Jean Ping avec un certain nombre de partis politiques et d'associations. Si par bonheur est tel que je le souhaite, malheureusement pour M. le Premier ministre, que Jean Ping parvienne au pouvoir, il est évident que certaines structures peuvent être amenées à disparaître, mais qu'à un moment donné, on peut assister soit à un regroupement de structures dans le sens, par exemple, de la création d'une grande formation politique. Ça s'est vu avec l'UMP en France, qui a regroupé un certain nombre de partis. En 1971, avec François Mitterrand, lors du congrès d'Épinay, qui a fusionné tous les petits partis de gauche, où, à défaut, on peut avoir un éclatement, c'est-à-dire des gens qui ne s'entendent pas, une fois au pouvoir, sur la question de partage des responsabilités dont les structures peuvent connaître des éclatements. Donc c'est selon le contexte et on ne peut pas vraiment donner une réponse absolue à cette question. Justement, non, madame, parce que la manière dont vous posez la question ne me plaît pas. Et vous avez d'ailleurs utilisé un terme, est-ce que ce n'est pas pour exploiter? Non, mais je crois que le professeur répond déjà en partie, je suis d'accord avec certains développements qu'il fait. Alors, nous allons à une... Vous savez qu'il y a des chefs d'État qui se présentent et qui sont même élus sans parti politique. Il y en a qui se présentent de candidats indépendants, pas de parti politique. Et puis les gens se coalisent pour les faire élire. Vous comprenez? Je vous ai dit, d'ailleurs, si vous prenez la constitution de notre pays, vous lisez la constitution, elle dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Concourir, ça veut dire participer, mais ils ne le font pas. Contribuer. Ils contribuent simplement aux côtés d'autres forces politiques. Comprenez? Donc, pour cette élection présidentielle, plusieurs forces politiques et sociales ont décidé de se mettre simplement ensemble, parce que, comme on le dit, chez nous, un seul doigt ne lave pas la figure. Un seul doigt ne lave pas la figure. Et moi, je continue à dire que
un seul parti, pris tout seul, individuellement, n'est pas capable de faire élire un président de la République comme nous le souhaitons, nous, à la dynamique plurielle, c'est-à-dire avec 50% au moins. Pas un seul parti ne peut le faire. Pas un seul syndicat ne peut le faire. Pas une seule association ne peut le faire. Pas une seule personnalité indépendante ne peut le faire. Pour y arriver, il faut additionner les forces. L'union fait la force. Donc nous créons une force, une structure d'union pour peser lourd. Bien. Il faut bien comprendre cela. Vous comprenez? Bien. Maintenant, qu'est-ce que va devenir cette... J'ai déjà répondu à ça en ce qui me concerne. Et le professeur vient de faire des projections qui ne sont pas inintéressantes. Non. Mais nous n'en sommes pas là. Pour moi, l'union de ces forces-là, réunies dans la dynamique plurielle, permet notre candidat. La dynamique plurielle, d'abord, le titre de la dynamique plurielle, c'est Dynamique plurielle pour Ali Bongo Ondimba. Dynamique plurielle, c'est un diminutif. Mais l'intitulé exact, c'est Dynamique plurielle pour Ali Bongo Ondimba. Pour l'élection du 27 août. Une fois l'élection acquise, la Cour constitutionnelle programme, mais vous aurez peut-être une ou deux réunions pour se dire merci, on a bien travaillé, bon, que chacun regagne son droit. Mais c'est terminé à ce stade-là. Et je vous ai dit tout à l'heure, il restera des amitiés. Ça, c'est évident. Des connaissances, des liens que nous tissons. Mais il n'y aura plus une structure dynamique plurielle. Maintenant, dans l'avenir, les partis existent, les mouvements existent, certaines personnes peuvent décider, des personnes qui étaient indépendantes, peuvent décider d'intégrer un parti. Il y en a plusieurs, je vous dis, il y en a 8. Il n'y a pas que le PDG ou le CLR, il y a aussi le PGCI, il y a le BDC, il y a d'autres. Ça peut arriver. Dans l'avenir, je ne suis pas sûr que ce soit à l'ordre du jour aujourd'hui, ou peut-être même pas dans 4 ans. Il n'est pas impossible qu'effectivement, dans 4-5 ans, plusieurs partis décident de fusionner, de faire un. Nous avons déjà aujourd'hui, enfin, du moins ce qui nous concerne, la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, qui est en fait une fédération de partis, n'est-ce pas? Mais qui sait? Peut-être dans X temps, cette majorité peut décider de ne former qu'un seul parti. Et on rejoint ce qu'il a dit, l'UMP, etc. Mais ça, madame, ça ce sera bien après. Ce n'est pas notre objectif. Ouais. Merci beaucoup. Ce sera votre mot de fin, je suppose, pour cette émission. Merci. Non, j'ai un mot de fin. Oui, je vous en prie, allez-y. Vous êtes notre invité. Bon, le mot de fin, en fait, il est très simple. C'est que, en 2016, nous qui soutenons le candidat Ali Bongo Ondimba, quel que soit le parti, quel que soit le syndicat ou l'association, en fait, tous ceux qui partagent sa volonté de présider une fois de plus au destin du pays, nous voulons 2-3 choses essentielles. 1, que ça se fasse dans la paix. Et la paix commence par le respect des règles du pays, des lois et règlements. 2, que cela se fasse dans la transparence. Dans la transparence. La transparence, là aussi, c'est le respect des uns et des autres. Moi, j'aime bien cet échange. Au début, vous l'avez dit, assez courtois, mais il faut enlever assez et échange courtois. Ça doit toujours être comme ça, quelles que soient les divergences d'opinion qu'on peut avoir. 3, que cette élection que je souhaite personnelle, que nous souhaitons tous pour Ali Bongo Ondimba, lui permette, pendant les 7 ans qui vont venir, d'apporter le maximum au peuple gabonais, le maximum aux femmes, aux jeunes, que les chômeurs trouvent du travail, que les personnes âgées aient leur pension de retraite payée à temps, que les uns et les autres puissent avoir un terrain pour construire ou une maison pour acheter, que les Gabonaises et les Gabonais se forment, que ce mandat soit un mandat où, effectivement, à la tête du pays, le président Ali Bongo Ondimba puisse déterminer des politiques publiques que les uns et les autres vont mettre en œuvre rien que pour le bonheur des Gabonaises et des Gabonais et le développement du Gabon. Je vous remercie beaucoup, monsieur, toute l'équipe technique d'ailleurs vous remercie, monsieur le vice-premier ministre Paul Bigoemba d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Jonathan Toutoumgom, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez suivis à domicile ou ailleurs, bien sûr. N'oubliez pas, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, le compte Twitter et bien sûr les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain décryptage cas par cas.